vous racontez qu'il y a un jour, vous faites un match, vous gagnez une voiture de classe moyenne par minute. Ce qui fait qu'à la fin du dimanche après-midi, vous avez gagné 83 voitures. Bon, effectivement. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau, Boris Becker. Vous êtes une véritable légende du tennis mondial. À 17 ans, vous êtes le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le tournoi de Wimbledon. Exploit que vous allez réitérer 2 fois. Ensuite, vous gagnerez 49 trophées en simple et 15 en double. Entre 1985 et 1999, on peut réellement parler des années Boum Boum. Voilà. Alors Boum Boum, c'est le surnom qu'on vous a donné en mémoire de votre service. Mais on aurait pu aussi vous appeler Boum Boum en souvenir des coups que vous avez pris sur la tête. Parce que quand on lit le livre que vous publiez chez Michel Lafon, votre autobiographie intitulée Sans filet, on s'aperçoit que votre vie n'a pas toujours été simple, malgré ce qu'on croyait quand on vous voyait de l'extérieur. Alors, la première pression que vous avez eue sur la tête, Boris Becker, c'est qu'étant le plus jeune vainqueur de Wimbledon de tous les temps, vous devez rester éternellement le héros de la nation allemande. Et ça a été très compliqué parce que tout le pays, d'un seul coup, s'est découvert foot-tennis et vous ne pouviez plus perdre à ce moment-là. C'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a déjà gagné Wimbledon à 17 ans? On ne peut que descendre. Et alors, il faut simplement s'assurer l'année suivante de gagner une fois de plus. Mais évidemment, je ne pouvais pas gagner indéfiniment et mener le même rythme. Et puis même un match sur deux, je risquais toujours de perdre. Mais la moindre défaite serait une immense déception. Et je suis arrivé à un stade où même les chauffeurs de taxi me demandaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es planté ?» Alors je dis « Mais comment? Qu'est-ce qui s'est... » Il dit « Mais t'as perdu la finale. » C'est pas une catastrophe, c'est déjà pas mal d'être en finale. Donc les attentes étaient extrêmes et c'était énorme. C'est vrai qu'en 1985, la victoire de Boris Becker à Wimbledon fait basculer sa vie, il devient un patrimoine national. Et là, vous perdez toute intimité. Vous êtes fliqué nuit et jour par les paparazzi. Quand vous le dites dans votre bouquin, quand Boris Becker va faire pipi, c'est un scoop, quoi. Oui, c'est un petit peu le risque du métier lorsqu'on exerce un métier très public. Alors, un des effets secondaires, alors évidemment, il y a tout le côté glamour, gloire et compagnie, mais on perd toute intimité, toute vie privée, et quelquefois, c'est un prix très cher à payer. Ouais. Alors, vous racontez dans ce livre votre enfance dans une petite ville bien propre de l'Allemagne profonde. Vous habitez à 1 kilomètre du cours de tennis, et vous dites, si le cours de tennis avait été à 10 kilomètres, j'aurais fait du football. Oui, parce que le club de football était à 5 km de chez moi, donc j'ai eu la chance d'être près du tennis. Ouais. Alors vous racontez effectivement la mort de votre grand-père qui survient pendant le tournoi de Wimbledon, et on ne vous le dit pas parce qu'on a peur que vous perdiez le tournoi. Vous racontez la mort de votre père, il y a une scène assez touchante, vous voyez son corps allongé et le pantalon s'est un petit peu retroussé sur la cheville droite et vous voyez le nom de votre père, Becker, écrit au feutre bleu, vous rabaissez le pantalon comme ça et vous dites c'est la première fois de votre vie finalement où vous perdez un être cher. Oui, c'est vrai, c'est le genre de choses qu'on lit dans la presse, mais quand cette expérience vous arrive, lorsqu'on touche le cadavre de l'être cher, c'est un drôle de sentiment quand même. Alors vous racontez aussi vos emmerdes avec le fisc, de grosses emmerdes avec le fisc, que vous avez gagné dans votre carrière environ. On a tous ces problèmes. Mais vous avez gagné quand même, Boris, 30 millions de dollars dans votre carrière, ça fait énormément d'argent. Et vous racontez qu'il y a un jour, vous faites un match, vous gagnez une voiture de classe moyenne par minute. Ce qui fait qu'à la fin du dimanche après-midi, vous avez gagné 83 voitures. Ça laisse rêveur. Et vous dites, c'est des coups de poignard dans le cœur des inspecteurs des impôts. Ils vous en veulent à mort, ils commencent à essayer de vous chercher. Et un jour, il y a une opération dans toute l'Allemagne, à la même heure, à 9h du matin, il y a 150 fonctionnaires qui perquisitionnent 50 bureaux et appartements. C'est-à-dire vous aviez tout le fisc allemand sur le dos à ce moment-là. Effectivement, pendant 10 ans, ils ne m'ont pas lâché, les gars.
Et bon, je crois que nous sommes tous égaux devant la loi et nous devrions tous être jugés de la même façon. Mais en tout cas, dans mon cas, les circonstances étaient un peu extrêmes, assez extraordinaires parce que, bon, évidemment, je ne suis pas un criminel, je ne fuyais pas la justice et je paye beaucoup d'impôts déjà en Allemagne, mais je crois que j'avais trop de succès, trop jeune, il y avait trop d'articles sur moi dans la presse et c'était trop, la jalousie intervient et il fallait qu'il trouve un bouc émissaire, c'était moi. Boris Becker, c'est parce que vous étiez résident à Monaco, et en fait vous passiez quand même pas mal de temps en Allemagne, ce qui est interdit. Oui, en tout cas, c'était l'erreur que j'ai commise. Effectivement, ma sœur a un appart, un F2 à Munich, et au lieu d'aller dormir à l'hôtel, ce que je pouvais me payer, je voulais être avec ma famille, avec ma sœur, dans une petite chambre d'invité. Et donc ça, c'était mon grand crime. Je passais peut-être 20 nuits de l'année pendant 2 ou 3 ans. Voilà le grand crime pour lequel j'ai été puni. Vous avez été puni, vous avez été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 300 000 $ d'amende. Marquez pour vous, 300 000 $, c'est pas... C'est une amende. C'est rien, aussi une amende. Alors vous racontez aussi, Boris, des choses plus graves, votre dépendance à l'alcool et aux somnifères. Vous commencez assez tôt à prendre des somnifères, dès 87. C'est-à-dire qu'avec le succès que j'avais rencontré à 17-18 ans, il fallait trouver une façon d'assumer toute cette pression qui me tombait dessus. Alors je m'étais tourné vers mes parents pour savoir s'ils connaissaient quelqu'un qui avait connu ce genre de choses. Évidemment non, parce que j'étais le plus jeune. J'ai demandé autour de moi, mes amis, mes managers. Il n'y avait pas de réponse. Et je cherchais des réponses que je ne trouvais pas. Alors finalement, j'ai essayé de trouver une excuse pour échapper à la pression. Alors j'ai parlé au médecin de l'équipe nationale en lui disant que j'avais des troubles du sommeil. Et il m'a dit, voilà, prenez ces médicaments qui sont des médicaments très courants, ils ne sont pas des substances interdites, vous dormirez mieux. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous avez commencé. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez en prendre pendant des années avec les problèmes que cela entraîne, c'est-à-dire d'abord l'accoutumance et puis les insomnies. Parce que quand on prend beaucoup de somnifères, finalement, on finit par plus dormir, ce qui est assez... Et comme on ne dort pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend les somnifères, voilà. Oui, non, mais c'est tout le problème des somnifères. Et vous dites, sur le cours, je gobais l'air, j'avais la bouche ouverte, comme ça, comme un poisson. Ouais. Si vous avez des problèmes de respiration, les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes comme ça. Ouais. Vous parlez de l'alcool aussi, vous prenez la première cuite de votre vie. À ce moment-là, vous racontez qu'un jour, vous êtes sur la terrasse de votre maison à Munich. C'est au mois d'octobre, vous êtes nu. C'est au mois d'octobre, il fait super froid à Munich au mois d'octobre. Et là, vous êtes tellement bourré que vous demandez à votre femme de vous abattre d'un coup de revolver, quand même. J'étais à la fête de la bière à Munich. Et puis j'avais passé une nuit avec André Agassi. Et c'est la première fois qu'il venait à Munich. Et il m'a dit, montre-moi ce que les Allemands peuvent boire. Il a mis du schnapps dans ma bière. Alors, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et quand on quitte la tente pour essayer de respirer un peu, alors là, ça vous tape dedans. Alors, j'ai essayé de prendre des douches froides, de l'aspirine, rien à faire. Et puis j'ai demandé à ma femme, peut-être ce serait plus simple qu'elle me tire dessus, qu'elle m'abatte comme ça. C'était de la Tuborg. Oui, bravo. Une carte de bon vanneur. Pour Laurent Ruquier. Alors, à part ça, Boris Becker, dans votre livre, vous parlez aussi des femmes. Et c'est vrai, comment être sûr qu'une femme vous aime pour vous-même quand vous êtes tellement riche et tellement célèbre? Et ça a été un petit peu votre problème, parce que ça vous est arrivé à 17 ans. Donc, c'est une époque où on est encore très naïf, finalement. Est-ce que les femmes sont attirées par l'homme ou par la star? C'est la grande question. Vous parlez de votre femme, Barbara, qui est vraiment la femme de votre vie. Il y a eu un scandale en Allemagne quand vous l'avez épousée parce qu'elle est noire. Et les Allemands étaient complètement désolés de voir que leur idole, de voir que leur patrimoine national épousait une femme noire. Oui, ça c'était l'un des quelques problèmes que j'ai rencontrés en Allemagne parce que je ne faisais pas ce qu'on attendait de moi en tant que jeune arien blond aux yeux bleus. Et alors, ils auraient voulu que je me marie à Steffi Graf, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, ils étaient très étonnés de voir que mes préférences étaient ailleurs et qu'il y a eu toutes sortes de commentaires racistes très désagréables, mais je leur ai tenu tête. Alors, il y a eu une photo un peu provocante où je suis derrière elle, elle est noire, moi je suis blanc, j'ai mes mains sur ses seins, et tout le monde dit pourquoi tu as fait ça? Et j'ai dit pour montrer ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Ah oui, une bonne bière.
Quand vous avez fait votre une de Stern avec effectivement vos mains sur les seins de Barbara, qui est une immense provocation en Allemagne, votre mère vous a dit, est-ce que tu trouves que c'est bien utile de faire ça? Moi, j'adore ma maman, mais même à ce jour, l'autre soir, on était à une fête ensemble et tout le monde était en costard-cravate, pas moi. Et elle m'a dit, ah mon fils, là, tu m'as déçu encore une fois. Mais c'est mon style. Bon, mais ça, c'est ma maman. Ouais. Je ne peux pas la changer, elle non plus. En tous les cas, l'échec de votre couple avec Barbara, l'échec de votre... Attendez, c'est quel genre de... French. C'est de la Tuborg, justement? Non, French beer. Okay. Salut. Ouais. Tasty. Tell us. It's okay? It's very good. It's very good. Merci. C'est les analyses d'urine de Roland Garros. En tous les cas, Boris, l'échec de votre couple avec Barbara donnera raison, comme l'a écrit un tabloïd anglais, aux nazis, et beaucoup de journaux allemands ont écrit à ce moment-là, vous voyez bien que c'est pas possible, on ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas de la même couleur, etc. Donc ça a alimenté finalement le racisme. Well, it certainly created this C'est certain que cela a créé toute une fascination après le divorce, justement, parce que on m'a critiqué, nous a critiqué pendant 10 ans, et puis effectivement, au bout de 10 ans avec cet échec, les gens nous ont montré du doigt. Mais bien souvent, bah, évidemment, quand ça ne marche pas, on se sépare. You want bretzel? À votre santé. okay. Non, moi ça va là, je suis bon. Bien. Et alors là, vous racontez votre aventure avec Angela. Évidemment, on peut dire que c'est le clou du livre parce que c'est une histoire absolument incroyable. Un soir, vous êtes à Londres dans un club qui s'appelle le Nobu et vous croisez le regard d'une femme qui vous regarde 2 secondes de trop. C'est juste les 2 secondes qui veulent dire « Ok, il n'y a pas de problème. Si tu es d'accord, je suis d'accord. » Elle vous cherche un peu. Et puis elle quitte la table où elle est avec des amis en direction des toilettes. Vous la rejoignez. Vous la sautez. Oh non. Bah, sûrement, oui. Sûrement. Why? Et alors, une fois que la chose est faite dans les toilettes, elle retourne avec ses amis et Boris rentre à l'hôtel dans un taxi, va se coucher, il n'y pense plus. Et un jour, et là c'est terrible, un jour il reçoit un fax. Cher monsieur Becker, nous nous sommes vus au Nobu. Le résultat de notre rencontre en est déjà au 8e mois. Voici mon numéro de téléphone. Imaginez cette situation. Je veux dire, la dernière chose à laquelle on pense, c'était ça. Or, ce jour-là, bon, évidemment, c'était mon dernier jour en tant que tennisman. À Wimbledon, j'avais perdu cet après-midi et j'avais peut-être bu une bière de trop. Je fêtais les adieux ce soir-là. J'étais encore en vie et tout allait bien. Alors, bon, je m'étais disputé avec mon épouse ce soir-là. J'en avais un peu marre et j'ai dit, bon voilà, cette soirée sera la mienne. Je la passe en compagnie de mes 2 meilleurs amis. Et puis, de fil en aiguille, je rencontre cette fille. On a fait l'affaire ensemble. Et puis, au bout du compte, j'ai une très belle fille maintenant. Ah, voilà. Effectivement, sur le moment, vous dites le sol se dérobe sous mes pieds. C'est sûr que quand vous recevez ce fax, vous vous dites c'est un cauchemar épouvantable. On a passé 1 minute, 2 minutes dans les toilettes d'un bar à Londres. On se retrouve avec une femme enceinte. C'est vrai que c'est bon. C'est terrible. Et puis... oui, c'est un peu plus que 2 minutes à propos. D'accord. Voilà. Donc, Toi, le romantisme, ça te passe au-dessus, hein, c'est marrant. Hein. Là où vous avez été très bien, effectivement, c'est que bon, la fille était prête à vous faire chanter si vous n'acceptiez pas de reconnaître l'enfant. Et vous vous êtes dit finalement, Dieu est content quand il y a des enfants sur la terre, et je vais accepter cet enfant. Et je trouve que vous avez une réaction formidable. C'était peut-être pas une erreur, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle a 4 ans maintenant. Vous l'avez accepté comme quelque chose d'inévitable avec beaucoup de fatalisme finalement. Je me suis dit, si c'est vraiment ma fille, on va faire un test d'ADN, et si c'est effectivement mon enfant, eh bien, il faut que j'accepte la paternité de cet enfant. Et alors, évidemment, au début, c'était un petit peu difficile, parce que je n'avais pas de relation avec ni cette femme, ni ma fille. Et pendant 1 an, on s'est à peine vu, parce qu'il y avait les avocats qui voulaient plus de sous, enfin, il y avait tout le problème habituel. Mais au bout de 2 ans, maintenant depuis 2
2 ans, tout va bien. Elle est à Londres, j'y vais régulièrement. Je commence à avoir une relation avec ma fille. Et on ne sait pas, dans 5-10 ans où on en rira, peut-être que ce sera la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais actuellement, au début, évidemment, c'est un cauchemar. Alors aujourd'hui, vous avez de bonnes relations avec la mère. En revanche, vous avez divorcé de votre femme, de Barbara, dans un divorce qu'on pourrait qualifier, Boris Becker, de divorce à la Dallas, puisque votre femme a choisi une juridiction américaine et vous êtes fait taxer. Hein. Well, she tried. En tout cas, elle a essayé She went to de America. me plumer. We had a Elle summer est house allée there. en Amérique and parce qu'on she avait went to effectivement the une maison lawyers d'été and she là-bas. Elle took est me allée to voir court. les avocats, But I elle m'a had, traîné devant les luckily, tribunaux. let's say 5 Mais before heureusement, 12, I had a few answers. j'avais quand même Ouais. un certain nombre de réponses à ces questions. Nous avons réglé l'affaire en Allemagne, sous le droit allemand. Ça aurait pu me coûter très cher. Ouais. C'était pas bon marché. Mais enfin, nous avions un accord prénuptial et je tiens encore debout. Bien. Et qui est la garde des chiens? Il n'y a pas que des chiens, il y a également 2 serpents, We have 2 parrots. il y a 2 perroquets, We have a house pig. il y a également un and, cochon domestique. That's it. Et voilà. Il y a un truc dans votre livre qui est un peu triste, c'est que vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'illusions, que vous avez perdu votre naïveté, cette fameuse naïveté que vous aviez à Wimbledon lors de votre première victoire. Vous dites « Je ne crois plus à la bonté de l'homme, on vit seul, on meurt seul ». Et vous dites finalement, toutes ces histoires ont réveillé mon instinct de tueur. Alors, à la fois, vous avez raison, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, il faut savoir se défendre, mais en même temps, est-ce que vous avez vraiment perdu toute cette fraîcheur, toute cette confiance dans l'homme que vous aviez avant ? C'est vrai, mais peut-être que je vivais dans un rêve, je suivais ma carrière, je n'étais pas vraiment axé sur ce que je voulais faire, mais j'ai retrouvé ma force. J'ai une motivation pour me lever le matin, et c'est ça que j'ai. Je n'ai tué personne, et je n'ai pas d'instinct de tueur, je n'ai tué personne à l'avenir non plus, mais je suis redevenu moi-même, et si quelqu'un me fait du mal ou du mal à ma famille, eh bien je pourrais réagir. Mais dites-moi, vous avez quand même encore un petit peu confiance dans l'être humain, quand même, vous n'êtes pas complètement déçu Bon. Bien sûr, No, I bien mean, sûr. otherwise I wouldn't Non, come sinon in, je ne we serais même wouldn't pas venu talk. ici, on n'en parlerait ok. pas. Yeah. I love life Et j'aime and encore la vie. I'm okay. Ouais. But you speak German too, no? Vous parlez You're from Holland? allemand, donc vous êtes... Il a drague. Wir können uns auch auf Deutsch unterhalten, dann hätten wir peut alle ein parler, Problem und es kann allemand, sich keiner si vous voulez. Fermez les toilettes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.